Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, 2 séquences comme la semaine dernière. Tout d'abord, nous allons parler avec Yann Gourté, archiviste du Carmel. Nous allons parler de la figure de Pauline Martin, la grande sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Yann Gourté vient de publier sa thèse d'histoire religieuse sur cette grande figure qui non seulement a été la mère de substitution de Sainte Thérèse, mais aussi a accueilli Sainte Thérèse au Carmel de Lisieux, et après ça a rayonné fortement dans l'Église de France et dans le monde. Donc une grande figure sur laquelle vient d'être publié un livre tout à fait passionnant. Et puis ensuite, comme je l'ai déjà fait, je vous proposerai quelques lectures de vacances, quelques pistes de livres à lire pendant ces vacances. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir Yann Gourté. Bonjour Yann. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions du Carmel, dont je disais avant qu'on enregistre le plus grand bien parce que je suis très admiratif du travail que font ces petites éditions mais très sérieuses. Donc vous venez de publier aux éditions du Carmel L'autre ouragan de gloire, un titre un peu ésotérique quand même, faut dire les choses comme elles sont. Sur Pauline Martin, donc la grande sœur de Thérèse Martin, qui est plus connue comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'abord, quelle idée de faire un bouquin sur Pauline Martin ? Ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée, je pense, en 4 ans de thèse. De fait, Thérèse de Lisieux est très connue, même archi connue, à tel point qu'on peut se dire qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur le personnage. Ses parents ont fait l'objet de dépouillements historiques et théologiques réguliers, et maintenant on s'attaque à Léonie. Et de fait, Pauline Martin... Léonie qui est une autre sœur. Léonie qui est une autre sœur, la 3e de la famille, et Pauline, la numéro 2. Ouais. Et peut-être, je dirais, paradoxalement, la plus mal aimée.
On la connaît surtout pour ses relations avec Thérèse. Ça a été la petite mère, celle qui a éduqué Thérèse enfant, qui est entrée au Carmel et qui a joué un rôle dans l'entrée de Thérèse au Carmel. Et souvent, on fait arrêter son histoire, à raison du fait de la célébrité de sa sœur, à 1925, c'est-à-dire la canonisation, le triomphe. Ouais. Or, quand on creuse le personnage, en fait, Pauline Martin, elle naît en 1861 à Alençon et elle meurt en 1951. 90 ans d'une vie qui, en fait, ne s'arrête pas seulement avec la canonisation. D'accord. Et de fait, au départ, je me suis dit, bon, Pauline Martin a l'air pas très connue. C'est un personnage que Jean-François Six avait régulièrement critiqué, et d'autres après lui, sur le fait qu'elle avait modifié les manuscrits autobiographiques, donc les écrits de Thérèse. Oui, et puis manifestement, Jean-François Six considérait que Sainte Thérèse était un peu névrosée et que c'était largement dû à sa sœur psychopathe. En gros. Enfin, je connais rien à la psychiatrie, mais c'est à peu près ce qu'elle disait. Il l'avait qualifié dans un de ses livres de sadique, littéralement. Oui, c'est ça, exactement. Restons sérieux. Mais en réalité, Pauline Martin, c'est l'autre grande figure, en fait. C'est elle qui participe pleinement au procès de béatification de Thérèse, qui s'impose progressivement comme une grande figure et qui, à la fin de sa vie, meurt en étant considérée comme l'une des grandes de l'Église de France. Au même titre que des figures comme Maritain, par exemple, à des degrés divers, bien sûr, ou le père Marie-Eugène, à tel point que quand elle meurt en 1951, Pie XII elle suit personnellement ses derniers jours. D'accord. C'est extraordinaire, ça. Et donc, au-delà du parcours du personnage, c'est quand j'ai proposé ce sujet de thèse à mon directeur de thèse. Oui, alors parce qu'il faut préciser, chers amis téléspectateurs, que c'est la version lisible, parce qu'une thèse, en général, c'est fait pour être illisible, c'est la version lisible d'une thèse d'histoire. Plus précisément, c'est le texte intégral de la thèse, l'édition du Carmel. Alors, pour le coup, vous avez fait plus d'efforts que moi, parce que la thèse, pour le coup, le bouquin est très lisible, c'est un vrai bonheur. Il n'est pas surchargé de notes, comme on fait d'habitude. Donc, bravo. Ça, je rends grâce à mon directeur de thèse qui m'avait dit dès le départ, quand vous écrirez, faites en sorte qu'elle soit publiable en l'état. Ah ben d'accord, très bien. Alors je retire ce que j'ai dit, qui était une pure méchanceté. Et de fait, donc, quand je lui avais proposé ce sujet de thèse, il a immédiatement sauté dessus, comme les archivistes du diocèse de Bayeux, comme d'autres fins connaisseurs de la famille Martin, en disant il faut que vous travailliez sur elle. D'accord. Et par ailleurs, vous connaissez bien les archives carmélitaines en général et celles de Lisieux en particulier, si j'ai bien compris. Et bien justement, c'était la porte d'entrée. C'est qu'à l'époque, j'étais archiviste d'une autre congrégation religieuse. D'accord. Et de faire, en commençant son travail sur Mère Agnès, ça a été la grande entrée dans le monde carmélitain, par les archives du Carmel et dans la spiritualité carmélitaine. Extraordinaire. Alors maintenant, on va quand même revenir sérieusement à donc Pauline Martin, Mère Agnès de Jésus, qui a été donc un peu la mère de substitution. Sainte Thérèse est orpheline très tôt, à 11 ans, c'est même enfin quelque chose comme ça, assez jeune quand même. Encore plus jeune, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sa mère meurt en 1800... Allô, mettez Nicole. Non, mais pas. Moins de 10 ans, elle avait 4-5 ans, je crois. Elle est orpheline très tôt, et c'est Pauline, donc sa grande sœur, qui est un peu la mère de substitution, et qui continuera, évidemment différemment, mais son travail de mère de substitution au Carmel, puisque c'est elle qui accueille sa petite sœur. Alors là aussi, ça fait partie des choses qui sont fascinantes dans cette famille, c'est que alors ils sont tous saints, j'allais dire de père en fils. Donc les parents ont été canonisés il n'y a pas longtemps, Sainte Thérèse évidemment depuis un moment, mais il y a un paquet de procès de béatification en cours. C'est fascinant d'ailleurs cette famille. Et oui, exactement, c'est qu'il y a en fait cette famille qui est très unie. Dans ses qualités, dans ses défauts, avec aussi, c'est aussi déjà des membres d'une famille qui s'opposent et qui s'attirent en même temps. Mais à la fin, quand la quasi-totalité entre au Carmel de Lisieux, donc Sainte Thérèse, ses 3 sœurs de sang, sa cousine, il n'y a que Léonie, la numéro 3, qui ira à la visitation du camp. Et je pense que ça l'a sauvée de ne pas être avec ses sœurs. Mais in fine, quand toutes les sœurs Martin meurent, elles se retrouvent sous la chasse de Thérèse de Lisieux. C'est que même dans la mort, vous avez une famille qui reste unie. Et c'est un cas totalement unique dans l'histoire du Carmel. Et dans l'histoire de l'Église, je pense. Même dans l'histoire de l'Église. Ce qui fait sourire quand on sait que Thérèse d'Avila était contre. Elle avait précisé pas plus de 3 membres d'une même famille, et encore 3, elle disait humainement. C'est marrant, ça, je savais pas. Humainement, ça va être difficilement gérable. En fait, vous avez un clan dans la communauté. Et après la mort de Thérèse de Lisieux, avec l'ouverture de la cause en béatification, vous avez ce clan qui prend le contrôle du Carmel de Lisieux et qui le transforme en entreprise familiale. Comme je dis souvent, la mère Martin faisait dans la dentelle, les sœurs Martin ont fait dans la sainteté. Très joli. Et alors, quand Sainte Thérèse arrive au Carmel, que fait Mère Agnès de Jésus? Elle est maîtresse des novices? Pas exactement. Elle est sortie depuis 1 ou 2 ans, je crois, du noviciat. Donc, elle participe pleinement à la vie de la communauté. Et donc, c'est un membre de la communauté. Lambda, en quelque
quelque sorte. Mais quand Thérèse arrive, c'est sa première sœur aînée Marie, donc Marie du Sacré-Cœur, qui est nommée l'ange de Thérèse, c'est-à-dire une sœur chargée d'accompagner une autre sœur qui entre pour la familiariser avec les usages, les coutumes et le fonctionnement d'un Carmel. Sauf que Thérèse, au bout de 3 semaines, je crois, dit à sa sœur aînée c'est bon, j'ai compris le système, vous pouvez me laisser tranquille. Ouais. Pauline part du principe que bon, c'est bon, on peut lui ficher la paix. Et en fait, c'est en 1893 que Pauline devient prieure, et donc doublement la mère de Thérèse. Sa mère d'affection, des liens qu'il y a entre elles, même si en grandissant, Thérèse a su casser le cordon ombilical, et sa prieure, c'est-à-dire sa mère spirituelle, à laquelle d'obéissance. Et donc ça dure jusqu'en 1896, et Pauline se retire du prieurat, donc comme supérieure, 1 an avant la mort de Thérèse. D'accord. Et on a une idée de combien de sœurs il y avait au Carmel de Lisieux à cette époque-là? Comment ça vit le Carmel de Lisieux à l'époque de Sainte-Thérèse? Alors c'est une petite communauté, comme toutes les communautés de carmélistes, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, avec quelques membres d'extraction de la grande bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie comme les sœurs Martin, ou de l'aristocratie comme la maîtresse des novices de l'époque. Et sinon, des filles issues de la campagne. Enfin, c'est très, très divers. Vous avez vraiment différentes classes sociales qui sont représentées. Et qui vivent en harmonie sans trop de difficultés. Avec ses joies et ses peines, comme beaucoup de communautés. Quand vous relisiez les écrits de Thérèse, Claude Langlois mettait en avant un côté lutte des classes aussi. C'est un côté parfois un peu méprisant de Sœur Martin vis-à-vis des sœurs les plus basses, issues des plus basses couches sociales. D'accord, intéressant. Il y a tous ces préjugés qui ressortent un peu discrètement dans une communauté. Mais surtout, c'est un Carmel pauvre, en fait. C'est un Carmel qui est de fondation récente, qui a été fondé au moment de la mort de Thérèse, il y a à peine une 30aine d'années. Et je dirais, dans la hiérarchie implicite des Carmels, vous aviez les grands Carmels parisiens, ceux issus des fondations de l'Ancien Régime, et les fondations 19e. Et Lisieux, donc, était vraiment tout en bas. Ce qui est frappant, donc, c'était un petit Carmel pauvre, et quand Mère Agnès parvient au terme de ses ambitions en 1925, en organisant sa sœur, c'est un des Carmels les plus riches de France, qui est en mesure de financer une partie du grand séminaire de C, une partie de l'Institut catholique de Paris, et qui à la fin donc roule littéralement sur les grands Carmels parisiens en se détachant aussi de leur influence et de leur autorité. Et est-ce qu'il y a la même chose que pour les branches masculines? Pardon, je pose plein de questions, mais pour moi c'est un monde fascinant, le monde du Carmel. C'est un monde qui évidemment a une énorme autorité dans la spiritualité catholique, mais qui a joué aussi un rôle considérable dans le grand siècle spirituel du XVIIe siècle, qui a joué un rôle considérable à la Révolution, qui a joué un rôle considérable à la Renaissance après la Révolution. Enfin bref. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de regarder un peu par le petit bout de la lorgnette, mais ça nous donne une connaissance aussi de l'Église de France en général. Et donc, j'allais vous demander... Est-ce qu'on a une idée, est-ce que le Carmel féminin est organisé comme le Carmel masculin, avec une province du Sud qui aujourd'hui apparaît comme un peu conservatrice par rapport à la province du Nord, avec des débats idéologiques ou théologiques si on veut être poli, mais est-ce que c'était le cas aussi pour le féminin Eh bien, pas du tout. Pas du tout, d'accord. En fait, humainement, les carmélites sont de loin les plus nombreuses. Oui, et un père Carme me faisait remarquer que depuis le début de la fondation de l'ordre par Thérèse d'Avila et l'Enchaînement de la Croix, c'est toujours les femmes qui ont tiré tout le monde derrière. Vous citez, votre préfacier cite, ça m'a beaucoup amusé, c'est le seul ordre où c'est les femmes qui tiennent C'était une boutade attribuée à Benoît XV, qui était pape de 1914 à 1922, par le père Philippe de la Trinité, qui disait le Carmel, cet ordre où ce sont les femmes qui ont le premier rôle. Et de fait, autant les Carmes, effectivement, sont organisés en province, et donc avec un père général à Rome, les Carmélites, elles, sont organisées en monastères strictement autonomes, dépendant directement de la juridiction de l'évêque. Et donc, aucun Carmel n'a canoniquement autorité sur un autre Carmel. Il y a des relations d'amitié, d'influence. À l'époque, le Carmel de Paris, de la rue d'Enfer, donc fin 19e, était le grand Carmel de l'observance bérulienne, donc l'observance de France. Parce qu'il y en avait deux à l'époque en France. L'observance de France, très indépendante des Carmes à l'époque, et l'observance italienne, très proche des Carmes. Et donc, ce monastère donne un peu le là de l'application de l'observance, mais je dirais, la seule maîtresse à bord dans un Carmel, c'est la prière. C'est la prière, d'accord. C'est la prière. Ok. Et quand on dit ça, même évidemment, les Carmels sont des fondations d'un autre Carmel. Enfin, c'est un peu ça naît par sissiparité, si je puis dire. Quand il y a 30 Carmélites, on fait un. Exactement. C'est un peu comme les fraisiers, si je puis dire. Et donc, il n'y a pas une logique de filiation, un peu comme dans les abbayes bénédictines, où évidemment le père abbé est le patron, mais on sait que Fongombo, c'est la fille de Solesmes. Et donc, le père abbé de Solesmes continue à avoir un rôle dans la vie de Fongombo. Si, effectivement, il y a une filiation qui est spirituelle
spirituel, c'est qu'il n'y a pas d'autorité comme une abbaye mère sur une abbaye fille, mais je dirais chaque Carmel sait d'où il vient. Lisieux était une fondation de Poitiers, qui était lui-même une fondation de Paris. Et en fait, beaucoup de Carmels avaient un certain orgueil de descendre du premier Carmel de Paris. Et c'est ce qui faisait que le Carmel de Paris avait autorité sur eux. Lorsque Mère Agnès se lance dans la cause de Thérèse au début des années 1910, elle commence à prendre des initiatives, à publier des circulaires, à publier des petites biographies de ces carmélites qui meurent avec la dévotion à Thérèse. Et à la fin, Mère Agnès se fait reprendre par le Carmel de Paris qui passe par le Carmel de Poitiers, parce que le grand Carmel parisien ne s'abaissera pas à parler directement au Carmel de Lisieux. Donc elle demande à Poitiers, c'est votre fondation, vous la remettez à sa place. Tenez-les un peu en laisse parce que c'est pas sérieux. Quand même. Et Mère Agnès se sent humiliée d'être reprise comme une enfant qui aurait péché. Et donc, 10 ans plus tard, avec le début de la réforme des constitutions, elle prend sa revanche en écrasant d'un point de vue canonique le Carmel de Paris, en jouant de son autorité avec Rome pour se débarrasser de l'influence de Paris. Extraordinaire. Et alors, revenons, parce que c'est quand même le sujet, revenons à cette figure de Pauline Martin. Donc, elle joue un peu le rôle de figure tutélaire pour Sainte Thérèse, mais donc vous disiez, il ne faut pas s'arrêter à 1925, donc il ne faut pas s'arrêter à la mort de Sainte Thérèse, il ne faut pas s'arrêter non plus à la canonisation de Sainte Thérèse, et Mère Agnès a continué à rayonner sur l'Église de France de 1925 jusqu'à sa mort en 1951, si j'ai bien retenu ce que vous disiez. Et donc encore 25 ans, c'est pas tout à fait rien. Comment est-ce qu'elle rayonne alors ? De différentes manières. Il y a l'autorité morale qu'on lui attribue, avec l'histoire d'une âme, donc le livre qu'elle a publié à partir des écrits de Thérèse, donc c'est le meilleur moyen, c'est l'ambassadeur par définition. Les gens se forgent une idée, et de fait, donc, les gens partent du principe, y compris les grands prélats de l'Église de France, et puis même l'Église mondiale, que puisqu'elle a été la prieure et la mère spirituelle de Thérèse de Lisieux, donc elle a contribué à la sainteté, donc c'est une sainte. Et à la fin, vous avez le triptyque, vous venez à Lisieux, vous allez prier sur les restes de la chasse, vous demandez à voir la prieure, vous rencontrez la prieure, et vous faites la photo sur la cour de la chapelle, et puis vous avez fait votre pèlerinage. Et après, il y a aussi un rayonnement, je dirais, plus économique. C'est une femme qui rachète tous les lieux où Thérèse est passée, la maison natale, l'ermitage de son père, leur maison, les Buissonnets à Lisieux. Et donc, elle bâtit au fur et à mesure un empire économique basé sur les ressources apportées par les livres autour de Thérèse, l'iconographie, les médailles, les peintures. Donc, elle garde le contrôle absolu sur tout cela. Donc, elle devient extrêmement riche et de cet argent, elle en fait profiter ses amis. Vous êtes un ami, vous avez le droit, comme le cardinal Baudrillard, tous les ans à 1000 francs. 1000 francs pour les travaux. C'est gratuit. Vous n'êtes pas un ami, vous n'avez droit à rien. C'est rigolo. Le cardinal Baudrillard était un ami. Le cardinal Baudrillard, chers amis téléspectateurs, c'était le recteur de la Catho de Paris qui a mal fini, ou plus exactement qui a fini juste à temps pour éviter d'avoir des problèmes à la Libération. Mais immense prélat de l'Église de France, extraordinairement connecté, mais de fait, ça paraît un peu étrange qu'il soit financé par une petite carmélite. Et de fait, ils se connaissent depuis 1914. Le cardinal Baudrillard avait des problèmes d'argent pour financer l'Institut catholique. Et donc, grâce au Carmel de Lisieux, il commence un peu à se renflouer. Il en gardera une grande amitié pour Mère Agnès, une dévotion profonde pour Thérèse. Et Mère Agnès, c'est l'autre, je dirais, point clé de son influence, a su bâtir tout un réseau de relations allant des petits prêtres de campagne jusqu'aux grands cardinaux à Rome, et chacun a un rôle très précis. C'est comme une immense machine où elle sait tirer sur quel levier pour actionner ce qu'elle veut. À tel point qu'au départ, quand elle commence son ascension en 1910, elle s'appuie sur l'abbé Renaud, qui est un prêtre mondain parisien très connu de l'époque, qui a ses entrées partout à Paris. Et à la fin de sa vie, Paris n'est plus nécessaire des relations avec l'archevêché pour avoir ce qu'elle veut. Elle passe directement par Rome, où elle a un contact avec le promoteur général de la foi, l'avocat du diable, Monseigneur Natucci, qui peut rencontrer le pape une fois par semaine pour les dossiers de béatification et de canonisation. Et quand il rencontre le pape, il fait passer les commissions du Carmel de Lisieux à la fin de l'entretien. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est fascinant quand même j'allais dire une petite bonne femme, c'est pas tout à fait, je dis pas ça du tout de façon méprisante, mais on n'imagine pas qu'une religieuse au fin fond de son Carmel de province, quand même, c'est pas non plus, c'est pas Sainte Thérèse d'Avila, quoi. Elle était pas à la cour d'Espagne, elle n'avait pas un réseau de relations mondaines avant de rentrer. Et pour autant, elle a su monter. C'est ce que vous montrez très bien. Hein, il y a ce réseau de relations ecclésiastiques qui est absolument fascinant. Et de fait, le Carmel en fait a cette tradition d'avoir des grandes figures féminines qui ont, pour certaines, été des véritables maîtresses spirituelles,
qui ont marqué leur époque. On peut penser à Élisabeth de la Trinité à la même époque. Et des femmes plus discrètes comme Mère Marie-Thérèse ou Carmel d'Avignon, qui correspondaient avec Maritain, avec le père Bruno de Jésus-Marie, avec son frère qui était archevêque à Bagdad. Mais je dirais, ces femmes-là restaient, je dirais, dans l'ordre du spirituel, des conseillères, des gens à l'écoute. Avec Mère Agnès, on a la chef d'entreprise, on a l'auto-entreprise, l'entreprise familiale. Et en fait, elle fait sauter, comme il y a aucun précédent dans l'histoire du Carmel, des grandes figures féminines, il y en a pléthore, et c'est la grande richesse de l'ordre. Mais des femmes qui gèrent leur entreprise de la sainteté, il n'y en a aucune. Et comme elle est faite prieure à vie en 1923 par Pie XI, en fait, elle reste en fonction. Et alors comment d'où ça sort cette histoire de prieure à vie? Parce que là aussi, c'est très étrange quand même. Alors, honnêtement, je n'ai pas trouvé de documents expliquant véritablement l'intention de Rome, mais je pense qu'il y avait une double intention de la part de Rome. Rome, je dirais, se méfie, quand il y a des grands lieux de pèlerinage qui apparaissent, des témoins qui restent sur place. Et je pense qu'il y a encore là un effet de classe, c'est que quand les témoins sont issus de la pauvreté, des petites gens comme Bernadette Soubirous. Ils peuvent se pousser du col. L'objectif, c'est généralement de les faire partir. On envoie Bernadette à Nevers et on fait éloigner Sœur Lucie de Fatima. Parce que la grande crainte, c'est qu'ils sortent une idiotie. Puis, bien sûr. nous, c'est la Sainte Vierge qui me l'a dit. Et après, vous retrouvez bien. L'avantage de Mère Agnès, c'est qu'il n'y a pas d'apparition et c'est une bourgeoise qui en plus est totalement dévouée à Rome, c'est-à-dire que pour elle, l'autorité de son évêque face à Rome s'efface totalement. Elle est vraiment ultramontaine jusqu'au bout des ongles. Et donc, en gardant Mère Agnès, ils ont à la fois la sécurité d'avoir quelqu'un qui gère le sanctuaire, un véritable contrôle, puis un contrôle affirmé, puisqu'en plus elle rend des comptes à Rome. C'est ça qui est extraordinaire. Et de la même manière, à l'époque où le Saint-Siège commence à centraliser son autorité, à recentraliser son autorité, face à l'Église de France qui est très attachée à son indépendance, bien sûr. Eh bien, Mère Agnès, c'est un cheval de Troie. Parce qu'elle renseigne Rome régulièrement sur tout. Et on a atteint un pic durant la Seconde Guerre mondiale où elle envoie régulièrement des rapports à Rome sur qu'est-ce qu'on lui a dit sur le maréchal Pétain, est-ce que pense tel évêque, et que pense un tel, et qu'est-ce qu'on lit dans les séminaires. Ah, c'est extraordinaire. Donc Rome dispose d'une source d'information tellement précieuse que ce serait dommage de la perdre. D'accord. Merci beaucoup Yann Gourté. Donc l'autre ouragan de gloire, Pauline Martin, Mère Agnès de Jésus, sœur et prieure de la petite Thérèse. Un livre absolument remarquable, vraiment bravo pour ce travail. Édition du Carmel, donc c'est la thèse d'histoire religieuse de Yann Gourté. Et chers amis téléspectateurs, si vous voulez un peu découvrir l'histoire de l'Église de France, j'allais dire par le petit bout de la lorgnette, mais avec quand même une figure extraordinairement attachante et humaine par ailleurs. Enfin, elle est assez, il y a des moments où on a envie de la baffer et il y a des moments où on se dit... Elle est attachante, c'est qu'elle a les deux. Exactement. Merci beaucoup. Merci et chers amis téléspectateurs, lisez cet ouvrage, ça vaut vraiment la peine. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et je vous propose quelques pistes de lecture pour l'été, comme je vous l'avais annoncé. Tout d'abord, je voulais vous proposer un livre de l'abbé Maignan, La doctrine sociale de l'Église. Je parlais la semaine dernière de la doctrine sociale de l'Église. Encore une fois, je pense que c'est vraiment un pan important et délaissé de la doctrine catholique. Je pense que nous avons tout intérêt à nous former à ce sujet. L'abbé Maignan a été un des grands catholiques sociaux de la 2e ou 3e génération. Il s'est beaucoup opposé au modernisme en particulier et il a écrit un livre qui s'appelle La doctrine sociale de l'Église, comme ça. D'après les encycliques, le sous-titre c'est d'après les encycliques de Léon XIII, Pie X, Pie XI, de 1891 qui est Rerum Novarum jusqu'à 1931 qui est Quadragesimo Anno. Donc vous savez que dans la doctrine sociale de l'Église, les papes font régulièrement mémoire de Rerum Novarum, la première grande encyclique de Léon XIII sur le sujet. Et donc, assez régulièrement, les encycliques sont datées par il y a 40 ans ou il y a 100 ans, etc. Donc, l'abbé Maignan a publié un très bon ouvrage de synthèse. En particulier, c'est un ouvrage, j'allais dire, sainement réactionnaire. Un des problèmes de la doctrine sociale de l'Église, c'est que c'est devenu aujourd'hui quelque chose d'un peu socialisant. On a l'impression que les papes auraient écrit uniquement pour dire qu'il fallait abroger les frontières et je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. Les papes parlent de bien commun, parlent de principe de subsidiarité, parlent de juste salaire, de justice. Donc c'est des questions très fortes et très structurantes dans le débat politique, des questions qui sont malheureusement, encore une fois, ignorées non seulement par les catholiques, mais de façon générale.
Encore une fois, je pense que c'est vraiment fondamental d'y revenir. Et donc, les éditions de Chiré ont eu l'excellente idée de republier la doctrine sociale de l'Église de l'abbé Maignan. Je ne saurais trop vous conseiller de le lire. Deuxième ouvrage, pas du tout de rapport, c'est très très différent. Pauline Quillon enquête sur la dysphorie de genre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la dysphorie de genre. C'est cette idée qu'on n'est pas né dans le bon corps. C'est-à-dire que quand vous êtes un garçon, vous êtes né dans le corps d'une fille et inversement. Vous savez que maintenant, il y a de la propagande très forte dès le primaire, en tout cas dans les écoles, pour dire aux enfants, si vous vous sentez du sexe opposé, n'hésitez pas à changer de sexe, n'hésitez pas à prendre des hormones, n'hésitez pas même à faire des opérations chirurgicales. Je rappelle quand même pour mémoire que c'est des opérations qui sont irréversible. On ne peut pas faire l'aller-retour 3 fois dans sa vie. Donc il faut évidemment y réfléchir à 2 fois et même plutôt à 25 fois. Et donc Pauline Quillon est une journaliste et elle s'est penchée sur cette espèce d'épidémie de dysphorie de genre, puisque les demandes explosent, et elles explosent parce qu'il y a la propagande. Et donc elle montre d'une part la réalité de cette propagande, elle montre la réalité de ce que c'est que les soins apportés à la dysphorie de genre, et elle montre aussi que les soins actuellement promus sont des soins extraordinairement dangereux pour les enfants, et donc il faut absolument faire attention, prendre conscience que des dingues sont en train d'attaquer nos enfants, il faut le dire les choses clairement. Livre extraordinairement utile, très calme, c'est pas du tout un livre d'activiste, c'est pas du tout un livre c'est un livre qui fait l'état des lieux, mais qui est vraiment glaçant sur la réalité de cette propagande et de cette promotion de mutilation, objectivement, des enfants. C'est paru chez MAM et c'est vraiment un petit livre à lire et à diffuser. Troisième suggestion de lecture que je voulais vous faire, José Miguel Gambra, La société traditionnelle et ses ennemis. C'est paru aux éditions du Drapeau Blanc. Les éditions du Drapeau Blanc sont une maison d'édition royaliste, clairement assumée, contre-révolutionnaire. C'est un ouvrage vraiment typiquement carliste. Donc carliste, c'est les contre-révolutionnaires d'Espagne. Et ça explique une bonne partie des raisons. Alors évidemment, l'Espagne, c'est pas la France, c'est clair. Et il y a beaucoup de débats autour des différentes écoles contre-révolutionnaires. Mais sans rentrer dans le détail, cet ouvrage est vraiment un bel ouvrage, un ouvrage utile pour comprendre les raisons de notre opposition à la Révolution. La Révolution est objectivement un dissolvant de la société, et José Miguel Gambra le montre absolument magistralement. Donc, La société traditionnelle et ses ennemis, aux éditions du Drapeau Blanc. Et dernier ouvrage, j'allais dire plus spirituel, de l'abbé Jean-Paul André, Conseil d'un prêtre pour temps troublé. Je pense que le titre se suffit à lui-même. L'abbé André est un prêtre proche ou membre, je ne sais pas, de la fraternité Saint-Pédis, donc traditionnaliste, qui parle évidemment de la situation que nous vivons aujourd'hui, une situation de destruction de la société, de crise de l'Église très profonde, de crise de la société, de crise de la France, et donc il propose un certain nombre de conseils spirituels. C'est très pieux. Alors vous pouvez ne pas partager l'intégralité de ce qu'il dit, évidemment, mais je pense là aussi qu'écouter un prêtre, j'allais dire, pardonnez-moi monsieur l'abbé, mais j'allais dire un prêtre bien dans ses baskets, qui assume tranquillement d'être juste le transmetteur d'une longue chaîne de traditions, c'est vraiment un livre réconfortant, vraiment, pour un temps troublé, et c'est paru aux éditions Via Romana. C'est ainsi que s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous début septembre, puisque nous faisons une pause globalement pour Terre de Mission pendant l'été. Nous nous retrouvons donc début septembre. D'ici là, évidemment, bon été et que Dieu nous garde.